Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous. Nous voulons d'abord nous excuser pour ce petit retard lié à des problèmes techniques. Donc, comme vous le savez, nous étions censés nous retrouver tous à Paris aujourd'hui. La situation sanitaire en a décidé autrement. Nous avons quand même décidé de maintenir la session du président, cette session qui, dorénavant, ouvre notre congrès national. Et comme vous le savez, dans cette session, traditionnellement, nous commençons par les remises de bourses et de prix. Je devrais donc maintenant accueillir la présidente du comité scientifique, le professeur Catherine Pogam. Mais le comité scientifique est justement réuni maintenant pour le concours des résidents, qui est extrêmement important pour la vie de la société et qui nous permettra de remettre le prix des concours du résident dans les jours qui viennent. Et d'ailleurs, l'ensemble des prix qui devaient être remis cette année au congrès de la SFAR, c'est-à-dire 40 bourses, contrats et prix, seront annoncés sur le site de la SFAR, de notre société, dans les jours qui viennent. Donc je vais maintenant vous annoncer les lauréats 2020, en commençant donc par la bourse SFAR, qui est attribuée cette année à Mathieu Boisson du CHU de Poitiers pour un travail sur l'hygiène qui s'intitule « Effect of perioperative use of chlorhexidine and povidone iodine on skin microbiota and on emergence of resistance against antibiotics and biocides, a nested cohort study ». Mathieu partira 1 an aux hôpitaux universitaires de Genève grâce à cette bourse. Cette bourse SFAR, c'est quelque chose de très important qui permet à nos jeunes de partir à l'étranger. Et nous allons avoir maintenant les vidéos des 2 précédents lauréats, à savoir Franck Verdonck et David Lagier, qui sont partis tous 2 aux États-Unis. Donc tout de suite, les vidéos de nos lauréats. Bonjour à tous, je suis David Lagier et je vous envoie cette vidéo depuis le Massachusetts General Hospital à Boston. Donc je suis arrivé en novembre 2019 pour accomplir mon postdoctorat et poursuivre mes travaux de recherche relatifs aux complications pulmonaires liées à l'anesthésie générale et à la ventilation mécanique. Donc j'ai intégré ici un laboratoire qui est assez polyvalent et qui utilise principalement donc, des techniques spécifiques d'imagerie pulmonaire. Donc le travail qui est en cours consiste à caractériser sur le plan de l'imagerie et de la génomique donc les phénomènes de lung injury qui sont associés donc avec l'anesthésie générale et la ventilation mécanique. Donc ce projet et mon année plus généralement se passe bien en dépit des événements récents liés à la pandémie de Covid-19. Donc heureusement pour moi, l'ensemble, la majorité de la partie expérimentale qui nécessitait la présence au laboratoire a pu être finalisée avant le shutdown. Et donc j'ai pu poursuivre sans trop de difficultés en travaillant à distance mes travaux de recherche. Et les choses sont désormais bien avancées. On est dans l'analyse des données et on espère être évidemment productif dans les mois à venir. Moi je suis ici parce que j'ai pu bénéficier du soutien de la SFAR, voilà, puisque j'ai été lauréat de la bourse de recherche l'année dernière. Et voilà, je tiens à remercier la société pour ce soutien, sans lequel tout ça serait tout simplement impossible. Donc les choses avancent bien ici. J'ai pour projet de rester encore une année supplémentaire de façon à pouvoir profiter au maximum de cette expérience. Voilà, donc je tiens encore une fois à remercier la société, son conseil scientifique et l'ensemble des personnes qui m'ont soutenu, qui sont soutenues dans ce projet. Je vous souhaite à tous un excellent congrès. Je vous dis à bientôt. Bonjour à tous. Comme vous le voyez, c'est depuis la Californie que j'ai l'immense plaisir de pouvoir vous présenter en 180 secondes un retour de mon expérience postdoctorale qui a été soutenue par la bourse Recherche 2019 de la SFAR. Et ceci, bien évidemment, à défaut d'être présent
physiquement en France parmi vous et parmi les anciens et nouveaux lauréats. Ce projet est un projet postdoctoral que j'ai débuté en novembre dernier, qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année prochaine. Je le réalise au sein de l'université de Stanford en partenariat avec l'Institut Pasteur, la Science publique et Sorbonne Université. Alors, une fois n'est pas coutume, mais je vais commencer par évoquer la plus-value personnelle de ce séjour, qui est à la fois riche culturellement et passionnant sociologiquement avec la découverte du fameux American Way of Life. Alors, ça commence évidemment par le charme de la Californie et ses 3811 heures d'ensoleillement par an, ce qui en fait l'une des régions les plus ensoleillées de l'hémisphère nord. C'est également l'une des régions les plus riches, dit-on, et les plus diverses du monde sur le plan écologique. Maintenant, pour éviter tout idéalisme, la Californie, c'est également 160 000 hectares de forêts qui partent en fumée dans la baie chaque année, à l'origine de pics de pollution plutôt élevés. C'est également un contexte politique compliqué avec des débats parfois vifs, voire polarisés. Et c'est également la Covid qui n'a pas épargné la Californie, avec des lieux publics fermés, le homeschooling. Mais finalement, cela a également été l'occasion de rentrer quelques mois en France, prêter main forte à l'excellente équipe de la rénovation de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et enfin, c'est évidemment, et surtout, j'ai envie de dire, l'université de Stanford, au sein de laquelle, d'ailleurs, il n'est pas rare d'entendre parler français. Et voici l'équipe du docteur Brice Godillère, avant mon arrivée, rattachée au département d'anesthésie de Stanford, et au sein de laquelle je réalise cette expérience postdoctorale. C'est une équipe qui est reconnue dans le développement de technologies innovantes permettant l'analyse de l'immunité dans le contexte périopératoire, avec un focus particulier sur la prédiction des complications post-opératoires. Et tout ceci, bien évidemment, en vue de les prévenir. Donc, pour revenir au cœur du sujet, dès mon arrivée, j'ai pu m'intégrer dans des projets en cours, qui ont été d'ailleurs publiés il y a quelques semaines, dans Nature Communications, sur l'analyse de la réponse immunitaire à la chirurgie de hanche, avec ou sans glucocorticoïdes à l'induction. Et ces analyses ont mis en évidence, comme vous le voyez ici à droite, dans une cohorte de 60 patients, que l'inhibition induite par les glucocorticoïdes des voies d'activation intracellulaire a préférentiellement lieu dans les cellules de l'immunité adaptative plutôt que dans celles de l'immunité innée, ce qui peut expliquer une partie des échecs de l'utilisation des glucocorticoïdes dans leur objectif de limiter les complications post-opératoires, en particulier infectieuses. J'ai également rédigé et mis en place un essai interventionnel à Stanford qui s'intéresse à la modulation de l'immunité par un programme de préhabilitation personnalisé en préopératoire d'une chirurgie majeure. Cet essai va débuter la semaine prochaine et aura pour objectif d'inclure 80 patients dans les 12 mois qui viennent. Mais l'objet initial de mon projet postdoctoral était de mettre en évidence une signature immunitaire des troubles cognitifs post-opératoires, ayant comme postulat qu'une réponse immunitaire innée élevée à la chirurgie prédisposait les patients aux troubles cognitifs post-opératoires, incluant le délirium, ce qui, pour rappel, touche près de 30% des patients âgés de plus de 60 ans et sujets à une chirurgie majeure. Ce projet s'appuyait sur l'analyse de prélèvements de sang, patients inclus dans l'étude POC. Cette étude qui a été menée en France au cours des 3 dernières années avait pour objectif de mettre en évidence un intérêt de la kétamine dans la prévention des troubles cognitifs post-opératoires chez les patients âgés. Cette analyse biocomputationnelle, immunitaire par le biais du CyTOF et plasmatique en screening au débit, a pour objectif d'identifier les événements immunologiques qui prédisent l'incidence des troubles cognitifs post-opératoires. Mais vous allez me dire que pour le moment, je ne vous ai rien présenté à ce sujet. Eh bien, je vous donne rendez-vous au prochain congrès de l'ASFAR en 2021. Je suis actuellement en train de processer ces échantillons et j'espère avoir l'opportunité de vous faire part des résultats d'ici moins de 12 mois. Pour finir, je tenais à remercier vivement l'ASFAR et tous ses membres de me permettre de vivre cette expérience que je trouve passionnante et riche de perspectives de mon point de vue d'anesthésiste réanimateur et de médecin périopératoire. Je remercie tout particulièrement le comité scientifique qui m'a accordé sa confiance dans la conduite de ce projet. Merci à vous deux. Donc cette année, le comité scientifique de l'ASFAR a également choisi 6 contrats recherche et le comité IADE, une bourse IADE. Donc les heureux lauréats sont Florian Contard de Lyon pour une étude qui s'intitule CONVASC, qui est sur l'inflammation systémique et cérébrale aiguë lors de la recanalisation de l'occlusion artérielle cérébrale. Nicolas Fusco de Rennes pour The Effect of Comfort Scale Compared with Pain Numerical Red Scale on Analgesics Consumption in Post-Anesthesia Care Unit, the Comfort Study. Sébastien Alter de la Pitié-Salpêtrière à Paris pour un travail sur l'immunothérapie par l'interleukine 2 à faible dose dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë expérimentale. Thomas Lomont de Montpellier pour une étude sur l'effet du volume courant sur la dysfonction diaphragmatique induite par la ventilation, une étude intitulée « Éthique vide ». Delphine Lepère de Lille pour l'étude Acute Flow, une étude observationnelle prospective multicentrique des flux urgents chirurgicaux. Stéphanie Sigaud de Beaujon
à Paris pour une étude sur la réponse inflammatoire chez les patients en délirium post-opératoire et l'effet de la mélatonine, une étude ancillaire de l'essai randomisé contrôlé Desireless. Enfin, Charles de la Roquetaillade, de la Riboisière à Paris, pour une étude intitulée Impaired Organ Repair After Sepsis, The Role of Tissue Resident Macrophages and Recruited Monocytes, l'étude intitulée Orismo. Et puis, donc, la bourse IAD est attribuée à Madame Vidad Benbrika pour un travail intitulé La détection des épisodes d'hypovigilance chez les infirmiers anesthésistes en période de nuit. Enfin, l'ASFAR s'associe à différents partenaires pour remettre des prix, à savoir le prix des gueules cassées, d'une valeur de 3 000 €, qui revient à David Couret, le prix SFAR INSERM, d'une valeur de 10 000 €, qui revient à Julie Borovic, le prix Jean Reviron sur la transfusion, qui revient à Florian Roquet, le contrat recherche SFAR Apicil de 15 000 € pour Valéria Martinez, le contrat de recherche SFAR CSL Behring sur l'hémostase de 15 000 € également pour Baptiste Compagnon, le prix douleur Mundi Pharma de 1 500 € qui revient à Faten Haddad, le prix ALR Mundi Pharma de également 1 500 € qui revient à Isabelle Besançon. Donc nous félicitons tous ces lauréats. Et encore une fois, il y a 40 prix, contrats, bourses attribués cette année par l'ASFAR et ils seront tous disponibles sur le site de notre société. Maintenant, j'ai le plaisir et l'honneur de passer la parole au professeur Hervé Boisise, notre président, qui va faire son allocution. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, mes chers confrères, chers amis, Monsieur Olivier Véran, ministre de la Santé, vous le savez, nous avez fait l'honneur d'accepter de venir s'adresser à nous lors de notre congrès présentiel avant son interdiction. Eh bien, il m'a fait parvenir une vidéo qu'il me demande de diffuser aux anesthésistes réanimateurs, ce que je vous propose de visionner dès maintenant. Monsieur le Président, cher Hervé Boisise, Mesdames, Messieurs, chers confrères, chers tous, cette année aura été décidément hors norme pour les anesthésistes réanimateurs. Vous avez été en première ligne face à l'épidémie de Covid-19. Cette expression de première ligne n'est pas usurpée quand on sait que vos services de réanimation ont été mis en tension comme jamais. Vous attendiez, je le sais, ce congrès avec impatience pour revenir sur cette crise sanitaire inédite, pour parler de l'expérience vécue et pour envisager ensemble les enjeux qui se présentent devant nous dans une phase de reprise épidémique. Pour les raisons que chacun connaît, vous avez dû renoncer à un congrès physique. Les échanges se feront donc par écran interposé, mais ils n'en seront pas moins riches et pas moins constructifs. Je tenais vraiment à vous adresser ce message pour vous dire un très grand, un immense merci. Vous avez tenu dans des conditions souvent très difficiles, mais vous avez tenu. Et au-delà de tenir, vous avez été un exemple structurant et fédérateur pour notre système de santé, bien entendu, mais pour la population également qui vous a largement montré sa reconnaissance. Les images de vos services resteront dans l'histoire comme le symbole d'un pays qui fait face à une épreuve collective majeure. Pendant des semaines, les Français ont eu les yeux rivés sur des hôpitaux qui, pour certains, ont vu les lits de réanimation se déployer dans d'autres services, parfois même jusqu'au bloc opératoire. Il est de bon ton depuis plusieurs années de parler de résilience, parfois à tort, parfois à raison. Mais je crois que ce mot n'aura rarement été aussi plein de sens que dans votre pratique quotidienne pendant cette crise sanitaire. Je sais que c'est une notion quotidienne pour vous et que vous avez eu l'occasion de démontrer que vous la maîtrisiez pleinement. Auprès des patients les plus fragiles, dans des situations de détresse aiguë, vous avez forcé l'admiration des Français. Ils vous ont applaudi pendant des semaines parce qu'ils savaient, parce que nous savions tous, que vous meniez un combat acharné contre la mort. À ces applaudissements, j'ai voulu ajouter des actes forts. Et le Ségur de la Santé a permis de signer des revalorisations historiques pour qu'à votre engagement quotidien réponde une vraie reconnaissance de la nation. Mes chers confrères, j'aurais moi aussi préféré vous voir et vous rencontrer compte tenu de l'importance de votre spécialité dans la gestion de cette crise sanitaire et dans le fonctionnement de notre système de santé.
Ça n'est que partie remise et nous aurons, dans les mois qui viennent, l'occasion de travailler ensemble sur l'avenir de votre spécialité, autant que sur l'amélioration des prises en charge opératoires. Pour l'heure, je ne vous l'apprends pas, nous sommes en veillée d'armes et nous nous préparons à affronter une reprise épidémique qui, si elle n'est pas encore inéluctable, demeure plus que jamais redoutée. Je sais pouvoir compter sur vous tous, à tous les niveaux, dans les soins à vos patients, dans l'organisation de la gestion de crise, dans les travaux de recherche innovants, dans l'accompagnement de nos décisions, comme j'ai pu compter sur vous quand la déferlante s'est abattue sur la France. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau congrès, certes à distance, mais plus que jamais nécessaire. Bien, donc après ce message encourageant de la part du ministre de la Santé, j'aimerais avec vous faire un petit peu le bilan des activités qui se sont déroulées à la SFAR. Et en premier lieu, je voudrais évidemment faire une rubrique un peu nouvelle qui s'intitule « Ils nous ont quittés cette année ». Cette diapositive, son but finalement, c'est de rendre hommage à des collègues qui sont partis trop vite. Alors, sur cette plaque, il y a 3 collègues, mais bien entendu, il y en a d'autres qui sont partis trop vite. Et c'est une façon, encore une fois, de leur rendre hommage. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que sur arrêté préfectoral, si on peut pas, voilà, sur arrêté préfectoral, notre congrès n'a pas pu se tenir aux dates initialement prévues. Cet arrêté nous est parvenu très tardivement et certains d'entre vous ont, à juste titre, perçu un certain flou dans la communication et un désagrément pour son organisation personnelle ou professionnelle, qu'ils acceptent mes excuses. J'aurai l'occasion de m'en expliquer dans un éditorial de notre revue Anesthésie et réanimation prochainement. Alors que personne ne s'y trompe, le seul responsable, évidemment, c'est la Covid-19. Depuis l'apparition de ce virus, la SFAR a communiqué tous azimuts et pour illustrer mon propos, revenons sur la période que nous venons de vivre. Parmi les rubriques listées sur la gauche de cette diapositive, le masque et la plume, la réactivité d'Avirea, les vidéos de bonnes pratiques ont connu un franc succès. Nous avons également été auditionnés en juillet par la commission parlementaire dont le rapporteur était M. Éric Ciotti sur la Covid aux côtés de nos amis intensivistes et urgentistes. Enfin, comme vous pouvez le constater en haut et à droite de la diapositive, compte tenu de l'évolution de la pandémie, nous avons décidé de continuer à communiquer sur le sujet. Quelques chiffres qui montrent bien l'utilité de cette communication avec 169 publications, 628 881 vues, 517 363 téléchargements. Une de nos missions, qui est de partager avec vous des connaissances, semble avoir été accomplie. Un des articles qui décrivait justement le rôle des anesthésistes réanimateurs dans ce combat contre la Covid a été rédigé par le collectif, dont les noms figurent en haut et à droite, et a été publié dans le journal Le Monde. Les auteurs insistent sur notre capacité d'adaptation, nos fonctions transversales, nous permettant ainsi de jouer un rôle de premier plan dans l'organisation dans les communautés hospitalières, en complément de nos amis et partenaires médecins intensivistes. D'autres qualités ont été soulignées comme notre esprit d'équipe avec nos partenaires quotidiens, les IADE, les IDE de salle de réveil et les IDE de réanimation. On ne peut opposer à cette révolution médicale que nous avons vécue un raisonnement qui serait purement comptable et qui demande aux soignants de faire sans arrêt plus avec de moins en moins. La SFAR possède des locaux au 74 rue Raynouard à Paris dans le 16e arrondissement qui portent le nom de Maison de l'anesthésie-réanimation et de la médecine périopératoire. Toutes les composantes de la spécialité sont les bienvenues. Certaines y sont déjà domiciliées et vous y êtes toutes et tous les bienvenus. Sur cette plaque figure le nombre d'adhérents et d'abonnés. L'absence de la tenue de notre congrès n'est probablement pas étranger à la baisse observée entre 2019 et 2020, d'où l'appel à adhésion ou à abonnement et à don que j'ai eu l'occasion de faire lundi dans une vidéo qui a été postée sur notre site. Vous êtes néanmoins très nombreux à nous faire confiance et votre fidélité nous honore.
Le rendez-vous incontournable en 2021 sera donc le e-congrès, dont nous venons de discuter des modalités hier en conseil d'administration, de manière à satisfaire notre besoin viscéral de communiquer avec vous. Sur ce tableau figure le bilan du e-congrès 2020, avec 99 pays connectés et près de 6465 utilisateurs. Le succès de ce e-congrès ne cesse de grandir dans les pays francophones, bien entendu, mais également au-delà grâce à une diffusion en anglais dans un des 3 studios. L'application des anesthésistes-réanimateurs a également évolué avec l'intégration de scores utiles à la pratique quotidienne, les aides cognitives qui sont sous une forme dynamique et une mise à jour qui a été effectuée. L'ASFAR est en relation constante avec des sociétés amies qui figurent sur cette diapositive. La liste n'est pas exhaustive et notre souhait est bien de créer un réseau qui permettra de façon plus efficace de faire entendre notre voix. L'efficacité d'un tel maillage a été testée récemment avec le DPC et sera à nouveau sollicitée dès lors que des préoccupations communes verront le jour. Les relations avec les autorités relèvent maintenant du Conseil national professionnel d'anesthésie-réanimation et médecine périopératoire. L'ASFAR est fréquemment sollicité pour fournir des experts dans le but de répondre à des questions qui concernent de près ou de loin notre spécialité, et il nous est arrivé récemment d'exprimer un désaccord avec certains documents de l'HAS dont le contenu n'était pas cohérent. À l'international, l'ASFAR joue un rôle majeur. L'ESA est bien entendu une société avec laquelle nous entretenons d'excellentes relations et au sein de laquelle des représentants de notre conseil d'administration siègent, je pense à Hélène Belleuil et à Pierre Albaladejo. L'ASFAR est également membre de la WFSA, World Federation of Societies of Anesthesiology, avec au Council Claude Écoffé et au comité éducation Jean-Michel Constantin. Les relations avec l'Association des anesthésiologistes du Québec sont excellentes et elles se concrétisent par une réciprocité des 2 sociétés dans l'organisation du concours des résidents. L'European Society of Regional Anesthesia, les IGM sont d'autres exemples de sociétés proches. La France est engagée dans la campagne mondiale contre le sepsis. Enfin, un groupe francophone de l'ASFAR a vu le jour car c'est à nous que revient le devoir et l'honneur de fédérer les pays qui partagent notre langue. Sur cette vidéo vont défiler les visages dont certains vous sont familiers. Ce sont les 300 personnes qui travaillent bénévolement dans les comités, les commissions et les groupes. C'est parce qu'ils donnent de leur temps et de leur énergie que notre société est si productive. Je tenais en votre nom à les remercier. Merci à un certain nombre de comités dont je ne vais pas parler dans les suites de cet exposé, Acute, le groupe Jeunes, indispensable, au CAMR, le comité d'analyse et de maîtrise du risque, au comité réanimation, au comité douleur et LR, au comité éthique, au comité d'organisation et au CERAR pour le travail titanesque accompli cette année. On leur demande beaucoup et ils produisent beaucoup. Ils ont tous été engagés dans la lutte contre la Covid. Sur cette diapositive, vous pouvez voir 2 tableaux sur lesquels on peut lire en haut le nombre de RFE produites chaque année et aux 3 RFE qui apparaissent en 2020 se rajoutent les 2 versions des préconisations pour l'adaptation de l'offre de soins en anesthésie-réanimation dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Notre CRC est un des piliers de la société. En bas, malgré la Covid avec le confinement, l'arrêt des activités de recherche en dehors de ceux ayant trait à l'épidémie et l'incertitude qui pesait sur la tenue de notre congrès, malgré ça, c'est 597 abstracts qui ont été soumis au comité scientifique, qui est un autre des piliers de notre société. Un programme de qualité nous avait été concocté, mais n'en doutez pas, ces gens-là sont pleins de ressources, ils nous étonneront encore. La visibilité de notre revue ACCPM à l'international est croissante. L'impact facteur, qui représente finalement le nombre de citations de notre revue dans les 2 dernières années, est très correct et nous sommes passés en rang C.
ce qui permet de mieux valoriser les points SIGAPS pour un curriculum vitae ou pour des sommes versées par l'institution d'appartenance des auteurs. Le bureau éditorial, qui est présidé par Jean-Yves Lefranc, se muscle avec l'intégration toute récente de collègues européens et américains. Le but est bien de renforcer encore la visibilité de notre revue. Anesthésie et réanimation est, quant à elle, la revue de l'ASFAR. Les discussions sont en cours pour la transformer. Nous en reparlerons le moment venu. Le CA souhaite valoriser les IADE et les IDE de réanimation. La Maison de l'anesthésie et réanimation a l'ambition de les accueillir de plus en plus nombreuses et nombreux. Les commissions sont en cours de transformation en comités et des responsabilités plus importantes seront confiées aux membres de ces comités. Des contacts ont été pris avec des collectifs, des syndicats et toute autre formation pour expliquer le bien fondé de notre politique d'intégration de ces partenaires du quotidien au sein de notre maison. Le comité vie professionnelle a changé de nom. Il est devenu comité vie professionnelle et santé au travail. Le groupe SMART, créé par le CEFAR en la personne de Max Doppia, a intégré le comité vie professionnelle. Et d'ailleurs, un onglet SMART a été ajouté sur le site de l'ASFAR. Le comité COP, comité pour l'optimisation des parcours patients, a normalisé ses relations avec l'Association française de chirurgie ambulatoire et des projets communs ont déjà été réalisés, d'autres sont en cours. Le réseau recherche de l'ASFAR est un groupe bientôt qui va devenir comité, dont la valeur ajoutée auprès des collègues qui souhaitent faire ou participer à des projets d'études n'est plus à démontrer. Nombre d'outils sont à disposition de toutes et tous, et plus de 20 études nationales et internationales sont en cours ou à venir. Le comité développement durable, qui a permis à notre pays de prendre l'initiative au niveau européen avec une demande de l'ESA faite à l'ASFAR d'organiser un Sustainability Committee au sein de l'ESA. Là encore, les boîtes à outils avec des fiches d'aide à la mise en place d'une démarche développement durable existent. Bientôt, un référentiel sur les tenues au bloc opératoire paraîtra. Et la création d'un comité développement durable intersociété a vu le jour récemment. Il regroupe pour le moment, GRACE, la Société française des pharmaciens cliniciens et la Société française de chirurgie digestive. Le dynamisme de notre spécialité, la polyvalence de notre métier ne sont pas étrangers aux résultats que j'ai le plaisir de vous présenter sur cette diapositive. Beaucoup ont œuvré pour que ce mouvement soit observé et l'effort ne date pas d'aujourd'hui. Première observation, le nombre de postes de DESAR est stable depuis 3 ans. Le choix de la spécialité est passé en 4 ans de la 17e à la 7e position et le rang de classement, qu'il s'agisse du premier ou du dernier poste pourvu, va dans la bonne direction. Ces données actualisées m'ont été fournies par Benoît Plot, que je remercie. Le congrès 2020 était placé sous le signe de la reconstruction. Vous vous souvenez certainement du pictogramme avec un hélicoptère. Ceci était annonciateur d'un changement de logo que j'ai le plaisir de vous annoncer. Alors pourquoi changer de logo? Eh bien parce que le logo actuel ne reflétait plus l'image de l'ASFAR. La signification du nouveau logo, plus moderne, que vous allez découvrir, symbolise l'anesthésie et la réanimation indissociables et la médecine périopératoire.
Bien, vous voyez que, mes chers amis, mes chers confrères, l'ASFAR travaille toute l'année, très dur. Vous avez vu les différents comités, tous n'ont pas été cités encore une fois, mais ils font un travail remarquable. J'espère que le nouveau logo convient à toutes et à tous, et je vous remercie de m'avoir écouté et vous donne rendez-vous à notre e-congrès début février. Merci Sigismond. Monsieur le Président, merci. Maintenant, nous allons faire une petite pause, le temps d'accueillir le professeur Karine Lacombe, qui nous fait l'honneur de venir sur le congrès, enfin à l'ASFAR, pour faire son intervention sur la Covid-19 et mettre à jour toutes nos données. Et vous aurez l'occasion de poser des questions par le chat si vous le souhaitez. Donc à tout de suite, dans 1 minute, pour l'intervention du professeur Karine Lacombe, qui est chef de service de maladies infectieuses à l'hôpital de Saint-Antoine. Donc rebonjour à toutes et tous. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir le professeur Karine Lacombe, chef de service de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, qui va nous faire un point vraiment up-to-date sur la Covid-19, de la physiopathologie à la maladie. Merci beaucoup, Karine. Merci à vous. Merci beaucoup au congrès de l'ASFAR d'avoir maintenu cette plénière, keynote lecture, sur la physiopathologie appliquée et la stratégie thérapeutique. Et nous allons voir comment on passe d'une pneumonie virale à une maladie de système. Voici donc mes liens d'intérêt au 22 septembre. Et c'est vrai que cette histoire de Covid-19 aurait pu être une belle histoire qui nous aurait permis d'avoir un premier exemple de pathologie, ce qu'on appelle One Health, qui permet de faire la jonction entre les maladies infectieuses, donc un agent pathogène humain et l'environnement, en particulier la médecine vétérinaire. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est une forêt tropicale de Chine. Vous avez ici un autre exemplaire, vous voyez, c'est assez, ça donne envie de voyager en ces temps un peu particuliers. Et puis, dans ces forêts tropicales, eh bien, ces grottes avec beaucoup de chauves-souris, comme celles que vous pouvez voir ici. Et puis, ces pangolins qui sont des animaux exotiques africains ou asiatiques, mais qui, finalement, depuis le mois de février, ont complètement bouleversé la conduite du monde. Et la Covid-19, eh bien, en fait, c'est une histoire de mondialisation, de déforestation et de franchissement de la barrière d'espèces. Alors, comment est-on passé des forêts primaires chinoises aux cellules épithéliales du nasopharynx ? La famille des coronavirus, tout d'abord, pour resituer un petit peu ce dont on parle, vous avez 4 coronavirus qui sont responsables d'infections ORL, dont je vous ai donné la nomination ici, et 2 qui sont associés à des tableaux de pneumonie aiguë sévère. Le premier, qui s'appelle le SARS-CoV, ou Severe Acute Respiratory Syndrome, est apparu en 2002-2004. Son hôte naturel est la chauve-souris, comme tous les coronavirus. Lui aussi venait de Chine du Sud, avec comme hôte intermédiaire la civette. Il a été responsable de plus de 700 décès, en particulier en Asie du Sud-Est, Hong Kong, mais également aux États-Unis et au Canada, avec un taux de mortalité d'environ 7%, sans qu'on ait pu mettre en évidence de contamination par personne asymptomatique, ce qui a permis en fait de limiter l'extension de cette épidémie. Deuxième grande épidémie, c'est celle du MERS-CoV, pour Middle East Respiratory Syndrome. Là aussi, apparu un peu plus tard, en 2012, un hôte naturel qui est également la chauve-souris, avec un hôte intermédiaire qui est le chameau. C'est une infection par un coronavirus qui sévit encore dans la péninsule arabique et qui a été responsable de plus de 850 décès dans 27 pays, avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé, 35%, et sans contamination par personne asymptomatique, là aussi, d'où la possibilité de contenir ces 2 épidémies. Il en est de façon complètement différente du SARS-CoV-2. Alors, qu'est-ce que le SARS-CoV-2 ? Vous avez ici une très belle photo en microscopie électronique. À gauche, dans le panel A, ce sont les particules virales dans les cellules épithéliales humaines. Et à droite, dans le panel B, par les têtes de flèche, vous voyez les petites particules extracellulaires. Au niveau des flèches, les inclusions cellulaires des composants viraux. Et puis les triangles sont en fait les cellules ciliées. Donc au total, le SARS-CoV-2, ce virus qui est apparu dès le mois de janvier, mais très probablement bien avant, et on pense qu'il y avait déjà du SARS-CoV-2 qui circulait en Chine en septembre-octobre 2019, eh bien c'est un bêta-coronavirus avec 4 gènes. Le gène S, un gène très important qui code pour la protéine S
sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard, puisque c'est une des protéines les plus immunisantes du virus, qui est celle qui est détectée dans les tests antigéniques, par PCR, dans certains prélèvements, mais surtout également celle qui est visée au niveau des stratégies de vaccination. Il y a également le gène E, le gène M et le gène N. Le virus comporte également un complexe de réplicase et puis plusieurs gènes qui codent pour des protéines non structurelles, et c'est un virus à ARN simple brun. Voici quelques éléments de virologie de base du SARS-CoV-2 qu'il est très important de garder à l'esprit quand on va ensuite parler de la physiopathologie et au final de la clinique, mais également des stratégies thérapeutiques. Vous avez ici un virus à ARN simple brun, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les 4 protéines structurelles dont je vous ai parlé, la protéine S, la protéine M et la protéine E qui sont incorporées dans la membrane virale, et puis vous avez la protéine N qui code pour la nucléocapside, qui est contenue à l'intérieur de la particule virale et qui est associée à l'ARN génomique viral. Vous avez sur la droite un schéma un peu simplifié de cette protéine spike qui est composée de 2 parties. Une partie S1 qui est responsable de l'attachement au récepteur. Nous allons revenir sur l'importance de ce récepteur qui est le récepteur ACE2 et la protéine S2 qui est responsable de la fusion avec la membrane. Une autre image en microscopie électronique et vous avez sur la droite une image un peu plus stylisée de cette fameuse particule virale qui fait à peu près 20 nanomètres de diamètre. Il faut reconnaître que 79% du patrimoine génétique est similaire à celui du SARS-CoV, donc une parenté assez proche, mais une homologie encore bien plus importante avec un coronavirus de chauve-souris qui est le RAT-G13. Alors comment, à partir de la physiopathologie, on va mieux comprendre la part de l'infection virale dans l'expression clinique de la maladie et la partie qui revient beaucoup plus à une maladie de système. Alors, pour revenir très rapidement, parce qu'il est vraiment important de comprendre comment fonctionne la contamination virale pour voir d'où viennent tous ces symptômes cliniques et donc les stratégies thérapeutiques qui ont été développées. Vous avez ici, sur cette image, une expression stylisée de l'invasion du virus au niveau des cellules de l'épithélium du rhinopharynx. Donc les cellules cibles sont celles qui expriment le récepteur ACE2. On trouve ce récepteur ACE2 sur les cellules épithéliales du rhinopharynx, sur les poumons, cellules endothéliales vasculaires et les macrophages. Ce virus va se fixer, donc va fusionner avec la membrane de ces cellules et après une phase d'attachement et d'endocytose par le récepteur ACE2 et le corécepteur TMPRSS2, un corécepteur qui est extrêmement important parce que c'est une des cibles thérapeutiques majeures actuellement, eh bien on va initier le début du cycle de réplication virale et vous avez de façon secondaire en même temps que l'initiation du cycle de réplication virale, une activation de la cascade de pyroptose. Donc en fait, la pyroptose, c'est une forme très inflammatoire de mort cellulaire programmée qui est due à certains virus dits cytopathiques, c'est-à-dire directement toxiques pour les cellules. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un fonctionnement immunitaire normal? Eh bien, on va avoir le déclenchement d'une réponse pro-inflammatoire avec un relargage de cytokines et de chimiokines. Et de façon secondaire, on va avoir une mise en route du balai immunologique. Alors évidemment, quand on arrive au stade de ce balai immunologique, on n'est pas encore au stade de cette tempête immunologique. C'est vraiment 2 choses différentes. Toutes personnes, en particulier celles qui ont des syndromes modérés, vont avoir cette mise en route du balai immunologique qui va leur permettre de se débarrasser du virus, en général en 1 semaine à 10 jours. La première étape, ça va être une étape de reconnaissance des cellules infectées par les macrophages alvéolaires qui vont déclencher la cascade de phagocytose et d'apoptose cellulaire avec une neutralisation des virions. Deuxième phase très importante, ça va être la mise en route de l'immunité humorale avec l'activation des virions, l'inactivation des virions par les anticorps neutralisants qui vont être produits par les lymphocytes B. Et enfin, troisième étape, la médiation d'une réponse immune efficace par les lymphocytes CD4, une reconnaissance des cellules infectées par les lymphocytes CD8 cytotoxiques qui vont détruire et débarrasser le corps de ces cellules qui sont infectées. Alors en revanche, qu'est-ce qui se passe quand on a
un fonctionnement immunologique qui est anormal, eh bien on va avoir un déclenchement d'une tempête cytokinique. Donc cette tempête cytokinique, en fait, elle est due à l'absence de rétrofeedback de la réponse immunitaire avec une accumulation de macrophages, de monocytes, de cellules qui sont productrices d'interférons gamma. Et on va revenir là-dessus sur cette histoire d'interférons gamma, puisque là aussi, c'est une piste de physiopathologie extrêmement importante pour comprendre les infections sévères et donc à terme, probablement une piste de traitement extrêmement novatrice. Donc il y a également une surproduction de cytokines pro-inflammatoires. On commence à les connaître un peu mieux, hein, l'IL-6 évidemment, on va revenir dessus avec les anti-IL-6, mais également l'IP10, le MIP1-alpha, le MIP1-bêta et le MCP1. Et puis, autre phase importante, possible, que l'on voit dans d'autres infections virales, qui est le phénomène d'antibody dependent enhancement, c'est-à-dire une majoration de la production de virions par une réponse paradoxale liée aux anticorps non neutralisants qui sont fabriqués par les lymphocytes B. Alors, toute cette physiopathologie s'inscrit dans un chronogramme d'infectiosité que je vous ai rapporté dans ce schéma, dans une étude très récente qui a été publiée dans un journal majeur d'infectiologie, Clinical Infectious Disease. Ce que vous voyez sur ce chronogramme, en fait, c'est tout d'abord la période d'incubation, 5 jours, 2 jours avec une infectiosité qui commence 2 jours avant le début des symptômes et qui se poursuit à peu près 7 jours après la suite des symptômes. Donc ce que vous voyez, c'est que toutes les infections secondaires arrivent en général avant le 5e jour d'expression des symptômes. À partir de 10 jours, il n'y a plus de virus qui est cultivable. C'est-à-dire que toute la rémanence, toutes ces PCR qui restent positives dans le nasopharynx, plus de 10 jours après une première PCR positive, eh bien, ne reflètent en fait que des débris d'ARN et ne sont donc pas du virus qui est viable et donc transmissible. Donc la persistance de l'ARN, c'est de moins 3 jours avant le début des symptômes jusqu'à plus 7 jours après le début des symptômes. À partir de J15, la probabilité qu'un virus soit cultivable chez les personnes immunodéprimées ou en état critique, par exemple en réanimation, eh bien, n'existe plus. Hein, donc plus d'infections possibles après J15 chez les personnes qui ont un Covid sévère. Et puis, le 20e jour, parce qu'il y a tout le temps des exceptions, hein, la médecine n'est pas une science exacte, eh bien, le 20e jour, ça a été le dernier jour où on a pu jusqu'à présent montrer qu'il y avait du virus cultivable chez un très très petit pourcentage de patients. Alors très rapidement, les signes cliniques précoces, maintenant les données sont assez précises sur ce point-là. De façon majeure de la fièvre, 90%, de congestion nasale, un catarrhe nasal, une anosmie-agueusie, un signe très précoce et c'est très souvent le seul signe d'une infection par le SARS-CoV-2. 64 à 80% des personnes expriment ce type de symptômes. Et vous voyez, céphalée, toux sèche, rhinopharyngite, dyspnée. Alors une dyspnée qui peut s'accompagner d'une hypoxie, mais il y a parfois uniquement un sentiment de dyspnée qui est en fait un reflet très probablement d'une atteinte neurologique, d'une atteinte cérébrale du SARS-CoV-2. Et puis des signes digestifs, nausées et diarrhée. Et ça nous amène à voir sur ce schéma l'histoire naturelle de la Covid-19 avec 3 stades. Vous voyez le stade 1, le stade 2, le stade 3. Le stade 1, qu'une infection virale précoce. Donc on est vraiment dans une réponse typiquement virale avec un syndrome pseudo-grippal et les signes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ainsi que sur le plan biologique une lymphopénie. Et puis très rapidement, à partir du 7e jour, peut s'installer une phase pulmonaire que l'on partage en 2 parties, une phase pulmonaire précoce, une phase pulmonaire tardive. Et cette phase pulmonaire tardive correspond au début de la réponse inflammatoire initiée par le virus chez l'hôte. Et pour les personnes qui ont des signes, des facteurs de risque d'aggravation, eh bien, un état d'hyperinflammation avec ce que vous connaissez bien en réanimation qui est le choc septique, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, la décompensation cardio-respiratoire et puis au final une décompensation multiviscérale. Alors, je vous remets très rapidement cette présentation radiologique typique qu'on avait rarement vue avant le SARS-CoV-2 avec ces images en verre dépoli multifocales à prédominance périphérique.
Et je voulais revenir sur un mécanisme physiopathe qui est extrêmement important pour vous, réanimateurs, qui est celui du mécanisme thromboembolique, puisque beaucoup de personnes, au tout début de l'épidémie, sont décédées d'embolie pulmonaire. Alors, vous avez complètement à gauche la reprise de ce que je vous ai montré tout à l'heure en ultra abrégé. Et le mécanisme thromboembolique, en fait, procède de 4 étapes, alors qui ne sont pas des étapes linéaires, hein, qui sont plutôt des phénomènes qui se juxtaposent. Premier phénomène, l'effet cytotoxique direct du virus sur les cellules, qui sont responsables d'une extravasation cellulaire. Et dans une deuxième étape, une dysrégulation du système rénine-angiotensine avec une perméabilité vasculaire, une vasoconstriction et une inflammation qui va entraîner un dommage endothélial extrêmement important avec là aussi une réponse avec une diminution de la fibrinolyse, du pouvoir de fibrinolyse spontanée et une augmentation de la fabrication de thrombine. Et puis au final, la réponse immune dysrégulée va entraîner elle aussi cette cascade cytokinique dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec des protéines pro-inflammatoires qui ont un effet pro-thrombogène extrêmement important. Les manifestations extrapulmonaires sont extrêmement pléiomorphes et je pense que nous, infectiologues, on n'a jamais connu de maladie infectieuse avec autant de manifestations différentes et autant de phénotypes cliniques différents en fonction des personnes. On peut quasiment dire qu'on a un phénotype clinique par personne affectée. Donc vous avez les atteintes neurologiques, rénales, les atteintes hépatiques, gastro-intestinales, dermatologiques, des atteintes du système endocrine, évidemment des atteintes cardiaques, et puis tout ce dont je vous ai parlé au niveau du phénomène d'embolie. 17 à 35% des passages des personnes qui arrivent à l'hôpital vont passer en réanimation pour une défaillance respiratoire ou multiviscérale. Ce sont des données très récentes qui ont été publiées dans le JAMA, avec là aussi des séries publiées dans la littérature, avec, vous voyez, des chiffres d'intubation qui vont de 29 à 91% en fonction des séries. Je dois dire que 29% c'est plus récent, 91% c'était très précoce au début de l'infection et heureusement vous, réanimateurs, avez changé vos modes de prise en charge en réanimation. On va revenir un peu là-dessus quand on va parler des soins de support en termes de thérapeutique. 9% des personnes infectées vont présenter une insuffisance rénale terminale qui vont nécessiter de la dialyse, 19% une insuffisance hépatique, des troubles de la coagulation dans 10 à 25% et puis un choc septique classique dans 6%. Je voulais revenir, alors non pas sur les facteurs prédictifs que l'on connaît déjà, c'est-à-dire par exemple l'obésité, le diabète, les troubles cardiovasculaires, etc. Parce que ces troubles-là, on les connaît bien. Je voulais vraiment faire un focus sur des facteurs prédictifs immunologiques qui viennent d'émerger ces 2-3 dernières semaines. Facteurs prédictifs immunologiques de sévérité de la maladie. Parce qu'en fait, on voit que, il n'y a pas que des facteurs qui sont liés à des comportements, mais il y a aussi beaucoup de facteurs qui sont liés en fait, au patrimoine génétique, avec des mutations innées du système immunitaire qui vont induire une évolution beaucoup plus sévère vers, par exemple, le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Je vous recommande ce papier majeur qui vient de sortir dans Nature Medicine qui montre qu'il y a une signature immunologique qui est associée à un élément de très mauvais pronostic. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on pourrait en parler tout un après-midi. Idem, je vous signale cette publication qui, elle, est plutôt afférente à des signatures sérologiques et qui conditionnent la survie ou pas des personnes infectées par le SARS-CoV-2. Et puis enfin, ce papier d'une équipe française, et en particulier de collègues de Marseille, qui ont montré qu'il y avait une association très forte entre le degré d'inflammation lié à la Covid-19 et l'activation d'un axe C5A, C5R1 du complément, qui est une cible thérapeutique majeure dont je vais vous reparler un peu plus tard.
Et puis enfin, je ne voulais pas finir cette overview de la physiopathologie sans vous parler de ce papier qui est actuellement en cours de publication dans Science, qui est issu d'une recherche coopérative, en particulier avec des collègues de l'Université de Paris, et qui montre, à partir des données des cohortes de patients infectés par la Covid-19 en France, donc vous voyez 967 patients qui ont développé une infection critique qui les ont amenés en réanimation, que l'on a comparé à 683 patients qui ont une forme asymptomatique ou mineure de l'infection, eh bien, on a retrouvé chez les patients qui ont une forme sévère une association très forte entre la présence d'auto-anticorps anti-interférons de type 1 et des formes graves, sachant que ces auto-anticorps sont plus souvent exprimés chez les hommes et plus souvent chez les hommes âgés, qui peut être un début d'explication qui montre pourquoi, eh bien, dans nos cohortes de patients graves, on a plutôt des hommes et plutôt des hommes âgés. Et justement, ces auto-anticorps, en neutralisant l'action de l'interféron de type 1, eh bien, induisent une absence d'inhibition de la synthèse virale et donc un emballement de la production virologique qui vont aboutir, dans un très grand nombre de cas, à des formes très sévères. Alors, on a vu que toutes ces données de physiopathe pouvaient nous amener à des pistes thérapeutiques intéressantes, infection virale, maladie de système. Vous avez sur cette diapo très rapidement l'essentiel des cibles thérapeutiques qui sont actuellement développées. Des inhibiteurs du récepteur ACE2, des inhibiteurs de ce TMPRSS2, des inhibiteurs de fusion, également des inhibiteurs de l'acidification endosomale qui est absolument nécessaire au cycle de réplication du virus, alors qui n'est pas spécifique au SARS-CoV-2, mais qui se retrouve dans plein d'infections virales. Évidemment, on a des inhibiteurs du cycle de réplication virale et puis l'immunité passive sur laquelle je vais revenir et les immunomodulateurs. Je vais revenir sur les découvertes majeures qui révolutionnent actuellement la prise en charge de la Covid-19. Bien sûr, en vous rappelant qu'il n'y a pas que des cibles thérapeutiques, on va dire spécifiques, mais également des soins de support qui ont complètement changé le pronostic, en particulier des formes sévères. Donc tout ce qui concerne les modes de ventilation et d'oxygénation, et puis tout ce qui concerne la prophylaxie de la thrombose. L'hydroxychloroquine a été énormément étudiée dans des études de cohorte, dans des petits essais randomisés, dans des grands essais randomisés, et on peut dire maintenant que l'hydroxychloroquine, que ce soit en prévention, que ce soit en curatif ou que ce soit en post-exposition, n'a pas d'intérêt clinique. Je vous conseille cette méta-analyse de très bonne facture qui regroupe, vous voyez, 11 932 patients avec de l'hydroxychloroquine, 8 081 hydroxychloroquine plus azithromycine et 12 930 contrôles. Et ce que l'on peut voir, c'est que l'hydroxychloroquine n'a aucun impact sur la mortalité. L'hydroxychloroquine plus l'azithromycine ici n'a un impact sur la mortalité, mais en défaveur de l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, en particulier à cause des effets secondaires, et en particulier des effets secondaires de type cardiologique. Et vous voyez ici qu'un patient qui a utilisé de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine eh bien, avait un risque de mortalité de plus 7% par rapport à quelqu'un qui a eu le Covid et qui n'a pas été traité par cette bi-antibiothérapie. Évidemment, l'une des découvertes majeures de ces derniers mois, c'est l'efficacité de la dexaméthasone dans la Covid-19. Vous voyez, grand nombre de patients. Et quand on regarde les résultats, eh bien, ils sont sans appel. Sur l'ensemble des participants, on a une baisse de 17% de la mortalité. C'est un critère de jugement qui est vraiment très dur, la mortalité. 17% chez tous les participants. Quand on n'a pas besoin d'oxygène, on n'a pas besoin de prendre de corticoïdes, on n'a pas besoin de prendre de dexaméthasone. Quand on a de l'oxygène, mais administré de façon non invasive, on a une diminution de 20% de la mortalité. Et quand on est intubé ou qu'on a une oxygénothérapie, par exemple avec de l'Optiflow, c'est là où on a le plus gros bénéfice de la dexaméthasone, moins 35% de mortalité.
Et puis pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par cette problématique de dexaméthasone, vous avez ici un papier majeur sur une énorme méta-analyse qui reprend une très grosse partie des patients de recovery, mais également tous les essais qui ont été publiés avec la Dexa. L'efficacité du remdesivir, on en a beaucoup parlé puisque ça a été un des médicaments sur lesquels reposait beaucoup d'espoir en termes d'activité antivirale. Il y a eu 3 essais qui ont été publiés. Le premier essai, 1059 patients, qui a montré qu'il y avait une diminution de la durée d'hospitalisation de 4 jours, donc qui était le critère principal de jugement de l'essai, mais pas d'efficacité sur la mortalité, ce qui a été retrouvé dans l'essai SIMPLE chez les patients qui avaient un Covid sévère. Pas de différence entre 5 jours de traitement ou 10 jours de traitement. Et puis enfin, l'essai SIMPLE chez les patients qui avaient un Covid modéré, une amélioration clinique à 7 jours, 70% dans le bras 5 jours versus 61% chez les patients qui ne prenaient pas de remdesivir, donc ce qu'on appelle le standard de traitement. Donc vous voyez un effet qui est significatif. En revanche, pas d'impact sur la mortalité. Donc un effet antiviral certain, pas d'impact sur la mortalité, donc ce n'est pas non plus le traitement que l'on attendait, comme on peut le voir avec la dexaméthasone. Le tocilizumab, on en a beaucoup parlé, c'est une molécule qui a été développée comme traitement de beaucoup de maladies de système, en particulier rhumatologiques, et c'est un anti-IL-6. Donc vous voyez les résultats de l'essai Corps Immuno 19, donc c'est la première étude randomisée chez des patients qui avaient une forme modérée ou sévère de Covid-19. Pas de réduction de la sévérité clinique à J4, en revanche une réduction de la mortalité, de besoin de ventilation invasive ou d'intubation à J14. Et cet essai thérapeutique, on va dire indépendant d'industrie, a été renforcé par les résultats préliminaires d'un essai de l'industrie qui développe le tocilizumab. Et donc, ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est le press release qui date de la semaine dernière, avec une diminution de 44% de la progression vers la ventilation mécanique ou la mort. Donc là aussi, une molécule qu'il va falloir ajouter à notre arsenal thérapeutique. 2 interventions de support à évaluer, l'anticoagulation, l'oxygénothérapie. Je vous rappelle très brièvement cette étude sur laquelle on s'est basé, alors qui ne concerne pas le SDRA dans la Covid-19, mais le SDRA de façon générale. Je souhaitais vraiment vous le rappeler parce que c'était un PHRC français. Le critère principal de jugement, c'était l'incidence d'intubation. On voit qu'il n'y avait pas d'effet du type d'oxygénothérapie, mais en revanche un taux d'intubation plus faible qu'attendu et un effet positif de l'Optiflow sur la mortalité à 90 jours. Et ce qu'il reste à analyser dans le cadre d'un essai randomisé, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de construire un essai randomisé? Est-ce que les données d'observation longitudinale ne suffiraient pas en fait, à mettre dans les recommandations le décubitus ventral, puisqu'on a vu que même en salle, hors réanimation, même dans une salle de médecine, le décubitus ventral a vraiment beaucoup aidé nos patients à récupérer d'une hypoxie sévère. Et on l'a vu en particulier chez les patients qui avaient une contre-indication à passer en réanimation. En ce qui concerne l'anticoagulation, il y a eu très peu d'essais randomisés, beaucoup d'études rétrospectives de cohortes. Alors, je vous ai montré un essai randomisé en Chine chez des patients qui avaient un taux d'oxygène inférieur à 93% à l'arrivée en hospitalisation et qui ont comparé des héparines de bas poids moléculaire à dose préventive pendant plus de 16 jours versus rien, ou un traitement anticoagulant préventif de moins de 7 jours. Et dans cet essai randomisé, pas d'impact sur la mortalité à 28 jours. En revanche, dans cette étude rétrospective assez conséquente, vous voyez 1773 patients, 395 sous ventilation mécanique, et bien là, il y avait une mortalité bien inférieure chez les personnes qui étaient anticoagulées sous ventilation mécanique, pas de différence chez les patients non ventilés. Donc je trouve que la question de l'anticoagulation reste encore ouverte et c'est vrai qu'il y a beaucoup de recommandations, on va dire, proactives,
plutôt basé sur l'observationnel que sur des essais randomisés qui préconisent une anticoagulation sur le taux de dédimère, et c'est en général le taux de 3000 de dédimère qui est retenu. Pour finir, je voulais vous rappeler quelques pistes thérapeutiques prometteuses avec des résultats préliminaires ou des résultats dus à des études émulées, des antiviraux qui sont en développement, par exemple le IDD 2801 qui est actif sur des souches résistantes au remdesivir, le baricitinib qui est un inhibiteur de la fusion membranaire du virus sur les cellules épithéliales, un très grand panel d'immunomodulateurs. Je vous ai parlé déjà de l'anti-IL6, mais il y a aussi l'anti-IL1, l'anti-C5A, et évidemment l'interféron, dont je vous ai montré combien ça pouvait être prometteur en termes de pistes thérapeutiques. Le transfert d'immunité passive, et je vais y revenir très brièvement, et puis les anticorps monoclonaux et polyclonaux, mais je ne vous montrerai pas de résultats d'études, puisque pour l'instant, les essais thérapeutiques sont en cours. Pour terminer, un mot sur le plasma de convalescence chez les patients qui ont une déplétion profonde en lymphocyte B. Dans ce papier collaboratif français, une cohorte française de patients qui avaient des formes en fait prolongées de Covid, avec des passages en réa, des sorties de réa, des retours en réa, pour des patients qui ont des déplétions profondes en lymphocyte B. Vous voyez les résultats biologiques et cliniques essentiels sur les deux images que je vais vous montrer. La première avec un cassement de la courbe de température à partir de la transfusion de plasma de convalescent, le CPT. Idem avec une diminution importante de la CRP, de l'autre marqueur inflammatoire qui est la ferritine, mais également de l'interleukine 6. Et puis, sur le plan virologique, vous voyez ici en RT-PCR l'augmentation après la transfusion de plasma du cycle de PCR, ce qui veut dire une diminution de la quantité de virus local dans le nasopharynx. Et puis surtout, ce que vous voyez à droite, extrêmement intéressant, c'est la PCR digitale, donc qui s'exprime en copie par millilitre dans le plasma. Et vous voyez, à la suite de l'injection de plasma, une diminution très importante de la virémie, avec une négativation de la virémie qui est représentée ici par le seuil de sensibilité de la technique avec la droite discontinue. Et vous voyez qu'avec les premiers chiffres à 14 jours avant le traitement, jusqu'à 8 jours après le traitement, un effondrement de cette ARNMI et des résultats extrêmement intéressants dans la partie inférieure à droite, où vous voyez une réponse T cellulaire qui est conservée et un effondrement de la réponse B. Et ce que vous voyez complètement à droite, en fait, c'est la réponse aux autres coronavirus, eh bien, qui n'est pas du tout croisée avec le coronavirus SARS-CoV-2. Et ma dernière diapositive, des messages très simples. Infection virale, maladie immunologique, eh bien vous avez vu que ce sont vraiment les deux et c'est l'une des premières maladies infectieuses qui se transcrit dans un pléiomorphisme aussi important de signes cliniques avec une très grande part liée à une tempête cytokinique. La réponse thérapeutique doit absolument être liée à une bonne compréhension de la physiopathologie. Il reste des éléments très importants de la signature immunologique et sérologique de la sévérité de la maladie à élucider. Pour l'instant, en termes de traitement corticoïde, tocilizumab et des soins de support, anticoagulation et oxygénothérapie. Et j'espère que dans les mois à venir, nous aurons des traitements particuliers en ambulatoire qui permettront en fait de vraiment répondre à l'enjeu de santé publique qui est l'arrêt de la contamination. Je vous remercie. Merci beaucoup Karine, c'était vraiment très clair et très instructif. Donc on a le plaisir d'avoir Olivier Joannès-Boyau qui est le président du comité réanimation de la SFAR et qui va peut-être vous poser la première question sur les traitements. Oui, merci Sigismond, merci beaucoup Karine, c'était vraiment une grande revue de tout ce qu'on connaît actuellement. Juste pour être très pragmatique pour nos collègues de réanimation ou même des urgences qui vont prendre en charge ces patients, donc on a effectivement la dexaméthasone. En général, les infectiologues en secteur standard vont plutôt mettre en place, parce que c'est dès que les patients sont oxygénoréquérants. Absolument. Ça, hein, voilà. Donc ce sera mis en général avant qu'ils arrivent en réanimation. Le tocilizumab, peut-être, une fois que la tempête inflammatoire a été
est là et donc sera plutôt pour la réanimation? Tout à fait. Alors en fait, c'est vrai qu'actuellement, à partir de 2 litres d'oxygène, en gros 2-3 litres, on introduit la dexaméthasone. On a fait beaucoup de tocilizumab en salle en mars-avril, au moment de la tempête cytokinique, quand on n'avait pas encore de données d'essais randomisés, mais parce qu'on avait des données observationnelles qui semblaient montrer que quand on l'introduisait assez tôt, c'est-à-dire justement avant la réanimation, au moment où se déclenchait l'orage cytokinique, on avait le sentiment qu'on prévenait le passage en réanimation, mais très certainement, quand les patients passent directement des urgences en réanimation, c'est au moment de ce stade d'orage cytokinique, c'est là où le tocilizumab aura le plus d'intérêt. On aimerait beaucoup se guider également sur les dosages d'interleukine 6, qui dans certains établissements sont accessibles dans les 24 heures. Et pour certains, malheureusement, les dosages mettent un peu de temps à arriver. Mais maintenant qu'on a ces données d'essais thérapeutiques qui sont extrêmement récentes, il va évidemment falloir implémenter le tocilizumab dans les recommandations. D'accord, donc là c'est assez clair maintenant pour tous. L'anticoagulation, plutôt quand il traite des limaires, monte à 3000. Voilà, on l'a vu, exactement. Anticoagulation curative. Et puis nous, pour les réanimateurs, évidemment, on l'a vu grâce à l'Optiflow, donc l'oxygénation à haut débit, et la VNI, on a pu éviter beaucoup d'intubations. Absolument. Et donc là, réduire le temps de séjour des patients et les complications, on a vu, une fois qu'ils sont intubés, les patients restent 3 semaines et c'est compliqué. Donc, grâce à tout ça, dans l'ordre, voilà, on a maintenant les idées assez claires. Et pour l'instant, pas de remdesivir, et pas non plus les autres thérapeutiques. Non, pour l'instant, aucune autre thérapeutique en dehors des essais cliniques. Il y a beaucoup d'essais cliniques en France et j'incite vraiment tous vos collègues à s'inscrire dans une démarche d'essais thérapeutiques parce que plus on aura de centres ouverts, de participation et d'inclusion dans les essais thérapeutiques, et plus vite on répondra aux questions essentielles qui sont quelle est la meilleure panoplie thérapeutique à offrir à nos patients avec un traitement, et on le voit bien avec tous ces éléments de physiopathologie, un traitement qui doit être individualisé, on dirait presque patient par patient. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on a aussi une étude en route par la SFAR sur un registre sur les patients opérés avec du Covid et qu'on a beaucoup de données qui seraient très utiles, notamment par exemple sur le rôle des AINS dans Tout la à fait, prévention de la pathologie absolument. Chez nos patients, et c'est des données qu'on n'a pas dans la littérature. Et c'est vrai que les AINS, par analogie avec d'autres infections, et en particulier pour nos infectiologues, les infections bactériennes, on a plutôt proscrit les AINS au tout début de l'épidémie, et on n'a en fait aucune donnée très solide sur l'impact des AINS sur le pronostic, par exemple, d'une infection à Covid. Donc probablement qu'avec vos registres, ce serait très intéressant d'analyser de façon... Absolument. Je voulais bien revenir, on nous a expliqué la physiopathologie et notamment que les PCR qui détectent des particules virales ne détectent pas du virus vivant, oui. Et que donc les patients n'étaient plus contagieux après 10 ou 15 jours probablement. Oui. Comment explique-t-on ces réinfections et ces quelques patients qui vont avoir des rechutes, on peut dire, de symptomatologie clinique ou qu'on voit aussi en réanimation? Alors en réanimation, c'est souvent plus compliqué parce qu'il y a des co-infections qui font qu'on ne sait plus très bien si c'est du virus ou plutôt une surinfection bactérienne. Oui. Mais pour les patients hors réanimation... Alors probablement qu'il y a 2 phénomènes. Le premier phénomène, chez certaines personnes, c'est une rémanence en fait de ces débris d'ARN sur un terme plus ou moins long, sur plusieurs semaines, et avec du virus qui n'est pas viable. Donc on a bien vu, chez quelqu'un qui a une forme non sévère, entre 7 et 10 jours, le virus n'est plus cultivable. Et puis, en gros, on dit au-delà de 21 jours pour les personnes avec des formes sévères de réanimation ou des patients immunodéprimés. Donc, il peut y avoir ce virus qui reste, en fait, et entre les deux, on n'a jamais eu de PCR négative, mais en même temps, parce qu'on n'a pas cherché. Donc, en fait, le virus reste pendant très longtemps. Et puis, on a décrit des authentiques cas de réinfection, parce qu'en fait, les défenses immunitaires ne persistent probablement pas sur le long terme. Alors, c'est une épidémie qui est très récente. On a en gros 6 à 9 mois de recul. Et donc, on pense qu'au bout de 3 à 6 mois, les défenses immunitaires ont déjà baissé, voire chez certaines personnes ont disparu, en particulier celles qui ont développé des défenses immunitaires faibles, par exemple des asymptomatiques ou des paucisymptomatiques. Et on peut se réinfecter avec un virus.
parce qu'on n'a pas eu de défense immunitaire. Mais ce qui a été, parce qu'on n'a plus de défense immunitaire. Mais en revanche, ce que l'on a constaté jusqu'à maintenant, c'est que les personnes qui font de nouvelles infections font en fait des infections asymptomatiques ou polysymptomatiques, mais qui ne les conduisent pas en hospitalisation. C'est un peu comme s'il y avait en fait une réponse anamnestique. On connaît bien sur le plan viral cette réponse anamnestique, donc ça relève probablement de ce mécanisme-là. Ça nous pose la question évidemment du vaccin. Oui. Est-ce que vous avez des informations, des données sur quand est-ce qu'on pourra avoir ce vaccin? Et j'imagine qu'on peut en profiter pour rappeler qu'il faut se vacciner contre la grippe. Oui, alors ça c'est extrêmement important. On lance des campagnes massives, en tout cas pour l'instant, dans les médias, nous professionnels, sur la vaccination contre la grippe, eh bien, ne serait-ce que pour diminuer le flux de patients qui vont aller voir leur médecin avec tout le temps l'angoisse de savoir c'est la grippe, c'est la Covid. Le flux de patients qui arrivent aux urgences surtout, parce qu'on voit qu'actuellement un nombre croissant de consultations aux urgences sont dues au Covid. Si on ajoute là-dessus, la grippe, eh bien, je pense que ça va être assez compliqué. Alors, on peut quand même espérer que les gestes barrières diminuent l'intensité de l'épidémie de grippe, comme on le voit en Afrique du Sud, où on a eu une épidémie de grippe complètement écrasée cette année. Donc ça peut être... Voilà. Donc ça, c'est pour la grippe. Ensuite, les vaccins vraiment qui sont dirigés contre l'infection à SARS-CoV-2, la recherche en vaccinologie avance très vite. On a eu déjà des résultats prometteurs publiés, mais surtout en termes de tolérance et puis en termes de production d'une réponse anticorps. Mais l'efficacité à moyen long terme, on n'a pas encore de données. Il faut attendre les résultats des essais de phase 3. La tolérance moyen long terme, aucune donnée non plus. Ça aussi sont les études de phase 3. Quand est-ce qu'on va avoir des résultats? Il faut être, je pense... cohérent avec la démarche de recherche et pas espérer un vaccin avant un an. Et après, un an, peut-être 9 mois, je ne sais pas. Et après, est-ce que ce vaccin va être suffisamment efficace? Le taux de protection conféré, on n'en a pour l'instant aucune idée. Et la production. Et la production, alors évidemment, il ne s'agit pas d'avoir juste un vaccin prêt. Il faut ensuite le produire, le distribuer, et puis qu'il soit administré. Donc ça, vous pensez bien que c'est des mois et des mois. Juste un petit retour sur les traitements, parce qu'il y a une question que beaucoup se posent sur la place de l'antibiothérapie. Oui. Notamment justement des macrolides ou de l'azithromycine. Donc on a vu hydroxychloroquine plus azithromycine, non, parce que risque et puis inefficacité. La place de l'antibiothérapie sur les surinfections bactériennes, en fonction des régions, on a vu quand même émerger des surinfections bactériennes, oui. Des mycoplasmes, notamment dans le sud-est. Donc à quel moment on y pense ? Bien, alors c'est vrai qu'au tout début de l'épidémie, on avait tendance à mettre systématiquement une bioantibiothérapie céphalosporine de 3e génération à macrolide. Donc en gros, on faisait céfotaxime et azithromycine. On tapait fort. Voilà. Donc ça, c'était en salle. Et en fait, on s'est très vite aperçu que dans la majorité des cas, il n'y avait pas d'infection bactérienne. Alors, quand est-ce qu'on va mettre un traitement spécifique du mycoplasme? Bien, je dirais quand on a des signes d'infection bactérienne qu'on peut voir sur le scanner, qu'on peut soupçonner à l'examen clinique et puis sur le panel d'examens microbiologiques. Puisqu'on peut maintenant faire une recherche par PCR de mycoplasme vraiment spécifique en salle. Et puis après, en réanimation, vous avez le lavage broncho-alvéolaire qui vous permet de documenter les pneumopathies bactériennes acquises en réanimation et encore plus sous ventilation mécanique. En tout cas, je pense que là... un traitement systématique chez tout le monde. On ne fait plus d'antibiothérapie empirique. Voilà, ça c'est important. L'antibiothérapie probabiliste, on n'en fait plus, absolument. On est d'accord. Enfin, peut-être pour conclure, une notion, si vous avez, sur les tests salivaires, puisque ça nous concerne moins en réanimation, mais on a des flux de patients en anesthésie qui nécessitent des PCR, des difficultés pour récupérer les résultats dans les laboratoires de ville et donc d'organisation de nos flux. Si on avait des tests rapides et des tests salivaires qui sont aussi moins douloureux que la PCR classique. Est-ce que vous avez des données? Alors, pour l'instant, malheureusement, que ce soit les tests antigéniques, donc qui ne passent pas par la PCR, mais qui sont des tests de détection des antigènes viraux, ou les tests PCR, mais par la salive, n'ont pas une performance qui est assez bonne pour qu'ils soient recommandés chez des patients qui sont asymptomatiques. Parce qu'il y a et des faux positifs et des faux négatifs.
Et donc, je ne pense pas, malheureusement, que ce C'est pas soit pour des nous. tests voilà, qu'on pourra préconiser dans les consultations anesthésie Oui, parce que à nous, ce c'est- jour, avec les tests qui arrivent actuellement sur le marché. Alors, j'espère qu'on va améliorer la sensibilité, la spécificité, la performance de ces tests dans le futur. Oui, parce que nous, le problème, c'est les patients asymptomatiques, justement. Et ben voilà, Effectivement, voilà, voilà. c'est en consultation d'anesthésie. Dont on a En vu général. sur les études que la mortalité était bien plus, la morbidité et la mortalité étaient bien plus élevées chez ces patients qui Opérés. finalement étaient Covid+, qui avaient une chirurgie majeure. Oui, Donc c'est des problèmes qu'on a quotidiennement. absolument. Donc, la PCR standard du nasopharynx, Tant qui pis elle-même Tant pis. n'a pas non plus une sensibilité, une spécificité de 100%. On le Mais sait c'est bien. pour l'instant le meilleur outil bah. qu'on a à notre disposition. Écoutez, merci beaucoup encore une Merci fois à pour vous. avoir répondu favorablement à notre double invitation de venir en présentiel et de venir au studio de la SFAR. On vous remercie beaucoup pour toutes ces informations qui vont nous aider, j'en suis sûr, à mieux prendre en charge nos patients. Merci. Merci beaucoup.